Merci, Monsieur le ministre. J'indique au Sénat que la conférence des présidents a décidé d'attribuer, à raison d'un orateur par groupe, un temps de parole de 15 minutes au groupe Les Républicains et au groupe socialiste et républicain, de 10 minutes aux autres groupes et de 5 minutes à la réunion des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Dans la suite du débat, la parole est aux orateurs des groupes. J'appelle d'abord M. Gaëtan Gorce pour le groupe socialiste et républicain. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, mes chers collègues, Monsieur le Président de la Commission, plane sur notre débat l'image lancinante et douloureuse des 130 morts et des centaines de blessés des attentats du 13 décembre, funèbre cortège auquel s'ajoutent les victimes de janvier. Au-dessus de ce débat plane la souffrance irrémissible des victimes et la colère légitime de notre pays. À la différence de mon groupe, j'avais exprimé, voici quelques mois, des réticences à l'égard de la décision que nous avions prise d'intervenir en Irak, puis en septembre dernier en Syrie. Et comme l'ensemble de mon groupe, je considère aujourd'hui que face à l'agression auquel notre pays doit faire face, par sa violence, par son ampleur, nous avons le devoir de porter le fer là où se trouvent ceux qui nous ont agressés, là où, justement, comme le disait le Président de la République, ils ne sont pas hors d'atteinte. Non par esprit de vengeance, ce sentiment n'appartient pas au registre des grandes démocraties, ce sentiment n'appartient pas au registre de la France, mais par amour de la justice, qui impose qu'il n'y ait nulle impunité qui puisse profiter aux auteurs de tels forfaits, par amour du droit aussi, qui a besoin parfois de s'armer pour être respecté, non par haine de ceux qui nous haïssent, mais par amour de notre vieille nation, qui tout au long de son histoire a toujours refusé de se laisser dicter sa conduite ou son destin par la menace ou par la force, non par goût de la violence, mais par amour de notre patrie, par ce patriotisme, ce sentiment qui nous relie à notre histoire, dont nous sommes comptables, et à notre peuple, dont nous sommes les représentants, et que nous ne pouvons laisser meurtrir sans réagir. Et c'est d'ailleurs au nom de ce même patriotisme que nous veillons, et vous l'avez dit, Monsieur le ministre, à ne mettre dans l'intervention que nous avons décidée et que nous soutenons aujourd'hui ni passion ni aventurisme. C'est ce patriotisme qui nous conduit à considérer qu'une intervention au sol, en particulier, serait une mesure folle. C'est ce même patriotisme qui nous conduit aujourd'hui à regarder lucidement et avec sang-froid la difficulté de la situation. Certes, celle-ci est aujourd'hui un peu plus favorable que voici quelques mois. Nous étions en septembre avec les États-Unis plutôt isolés, et voici que nous rejoignent d'autres forces, d'autres nations, à commencer par la Russie, officiellement, je dis officiellement, déterminée à mettre toutes ses forces au service de ce combat. Après l'épouvantable attentat de Sharm el-Sheikh, aux victimes duquel d'ailleurs je tiens à rendre ici hommage, comme à celles de Bamako, d'Istanbul, de Beyrouth et d'hier de Tunis. D'autres États, sous l'impulsion du Président de la République, envisagent maintenant de nous rejoindre et ont déjà exprimé leur solidarité. Nous étions en septembre intervenus sur le fondement juridique de la légitime défense et de l'article 51 de la Charte. Sans pouvoir encore nous référer à son chapitre 7, nous pouvons aujourd'hui nous appuyer sur une résolution 2249 du Conseil de sécurité invitant tous les membres de la communauté internationale à prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre l'organisation État islamique. Nous étions en septembre, enfin, privés de véritables perspectives politiques. 2 conférences à Vienne, depuis, ont remis en marche, non sans grincement, un processus de dialogue entre toutes les parties, interrompu depuis longtemps et sur lequel nous devrons rester particulièrement attentifs. Laurent Fabius l'a dit à l'instant. Mais si la situation est plus favorable,
elle n'en reste pas moins particulièrement délicate et exige de la France, comme des autres puissances engagées dans ce conflit, de regarder les réalités en face. Nous savons tous ici que nous ne pourrons, par ces bombardements, détruire la menace qui, depuis Mossoul et Raqqa, s'est dressée contre nous, mais seulement la réduire. Nous savons tous ici que le défi qui nous est lancé est militaire, mais aussi que son règlement définitif ne pourra être que politique, ce que rendront particulièrement difficile les ambiguïtés, parfois les arrière-pensées de celles et ceux que nous tentons aujourd'hui de rassembler. Nous savons tous ici que la haine qui s'exprime contre notre démocratie, si elle prétend se nourrir de la religion, a pour motif la situation qui prévaut aussi depuis longtemps dans la région, cette confusion à partir de laquelle s'est organisé ce désordre et cette violence. Les États-Unis, en frottant la lampe moyen-orientale, ont fait sortir le génie des haines confessionnelles et des guerres. Ce génie sera difficile aujourd'hui à contenir. Il est déchaîné à travers les forces qui se manifestent et qui sont, si l'on veut bien y regarder de près, non pas seulement l'expression d'un fanatisme, mais aussi la conséquence monstrueuse, sans doute, mais la conséquence d'une décomposition progressive des États qui constituent la région, la conséquence d'un processus qui est la dégénérescence du nationalisme arabe privé de ses vecteurs politiques, un processus qui tente de reprendre à son compte, d'une manière folle et meurtrière, une forme d'anti-impérialisme privé des repères, privé d'ambition, un processus qui est aujourd'hui renforcé par l'apport de jeunes Européens, non pas au fond communautarisés, ce serait céder au fond à nos préjugés plutôt que de voir la réalité que de penser cela, mais d'une certaine manière désaffiliés, livrés à eux-mêmes, passant sans transition du banditisme au terrorisme, et cherchant dans cette solution une sorte d'aventure, un peu comme des nouveaux Lacombe-Lucien, vous savez, ce personnage de Louis Malle, personnage sans idéal, cherchant par la violence une forme de régénérescence ou de rédemption. Ce à quoi nous sommes confrontés est donc d'abord le résultat d'une décomposition des sociétés arabes, à laquelle l'Europe, comme les États-Unis, ont malheureusement aussi parfois contribué. Nous savons tous en conséquence ici que c'est armé non seulement de bombes et d'avions, mais aussi d'une vision globale des avenirs possibles de la région qu'il nous faudra imaginer les pistes de solutions. C'est ce à quoi le ministre s'est consacré à la fin de cette intervention. Ces pistes nous obligent sans doute aussi à reconsidérer les rapports de force qui sont à l'œuvre dans la région. Nous en avons peut-être en effet eu trop tendance, pour paraphraser le général, à voler vers l'Orient d'aujourd'hui, toujours compliqué, avec des idées qui sont encore celles d'hier. Voilà en effet longtemps que l'axe de la guerre dans la région n'est plus constitué, ne nous en déplaise, par le conflit israélo-palestinien dont l'enlisement témoigne de l'indifférence scandaleuse qu'il suscite désormais, à l'exception d'ailleurs notable de la France. Cet axe n'est pas non plus construit, quoi que nous en ayons, autour de la lutte entre l'islamisme et les régimes laïques, comme le démontre l'issue des printemps arabes, qui se traduit partout de manière certes différente, en Tunisie ou en Égypte, par l'élimination ou le recul des frères musulmans. Cet axe n'est pas non plus structuré, malheureusement, autour de la guerre contre Daesh, comme nous pourrions le souhaiter, tant les motivations des uns et des autres illustrent des préoccupations différentes, qu'il s'agisse de la Turquie, de l'Iran, de la Russie ou encore des États du Golfe. Et l'incident d'hier nous en a malheureusement apporté à nouveau la démonstration. Nous devons avoir aujourd'hui conscience que c'est en réalité un autre affrontement entre deux grandes puissances, l'Iran et l'Arabie saoudite, qui constitue désormais le problème axial, affrontement qui s'opère d'ailleurs par clients interposés au Yémen comme en Syrie. Affrontement dans lequel nous devons nous garder de prendre ouvertement parti afin de préserver notre vocation et notre rôle de médiation. Puissance médiatrice, tel est le rôle sans doute de la France pour les années qui viennent. Les pistes de solution passent donc nécessairement par la reconstruction des États dont l'affaissement en Libye, en Irak ou en Syrie a permis cette anarchie meurtrière. C'est cette préoccupation qui doit nous guider, sachant que l'effort ne devra pas porter vers la seule Syrie, mais aussi vers l'Irak, via un projet fédéral incluant les sunnites, seuls à même de bloquer le processus d'éclatement qui est à l'œuvre. Il suffit certes d'évoquer ces priorités pour saisir l'ampleur de la tâche auquel le gouvernement et le président de la République se sont courageusement attelés.
Mais nous savons bien que c'est en regardant au-delà du moment et de l'émotion qu'il impose que nous devons chercher les raisons d'espérer. La France, à part son histoire, la connaissance qu'elle a de cette région, peut-être plus que d'autres les moyens d'influencer l'avenir de celle-ci. À l'indifférence parfois, au cynisme souvent, à la résignation devant la dégradation continue de la situation qui a prévalu au cours des décennies passées, il est sans doute nécessaire de substituer une approche plus large, plus consciente et peut-être plus généreuse visant à aider les peuples arabes à se construire un avenir débarrassé de la dictature militaire ou de la dictature religieuse. La richesse culturelle, économique, politique du monde arabe plaide en ce sens. Je forme le vœu que notre engagement militaire, que nous approuvons tous aujourd'hui, puisse aussi servir cette ambition, celle d'un avenir du monde arabe qui puisse se construire dans la paix, dans la perspective du développement, en coopération avec l'Europe et dans laquelle la France puisse reprendre tout son rôle. Merci, chers collègues.